Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle émission de la quotidienne Coupe du Monde, la quotidienne du 3 juillet, avec beaucoup de matchs à débriefer, beaucoup de belles surprises, beaucoup de légendes qui nous ont régalé, beaucoup de jolis matchs. Il y a eu du lourd, messieurs, cette nuit. Vous êtes restés éveillés toute la nuit, You? T'es resté éveillé toute la nuit? Bah oui, forcément, on était obligés aujourd'hui. Ça s'est pas passé comme prévu, comme on l'espérait pour certains. Mais bon. Le réveil était difficile ce matin? Très très difficile, ouais. Une nuit très courte, très difficile, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, il y a un gagnant, un perdant. C'est Marc, comme ça. de ton côté, comment ça s'est passé cette nuit? Est-ce que tu as regardé le Portugal au bout de la nuit? Est-ce que Non. tu t'es réveillé à 3 à 5 heures du matin pour Non, l'Algérie? j'ai fait un break et un replay. Et je me suis réveillé pour l'Algérie et avec beaucoup de regrets d'ailleurs. Mais on va en parler. L'Algérie, justement, voilà, le petit résumé de la nuit avec les scores de cette nuit. Il y a eu ce Suisse-Algérie à 5h du matin, la défaite des Fennecs sur le score de 2-0, un but de Mbolo, un but de Ndoye. Au cœur de la nuit, on a eu le Portugal. Portugal-Croatie, un match des légendes entre Cristiano Ronaldo et Luka Modric. La victoire du Portugal sur le score de 2-1 dans une fin de match un petit peu folle. On va pouvoir l'analyser aussi. Et hier soir, pour ceux qui étaient les moins vaillants, qui se sont mis devant leur téléviseur à 21h, il y a l'Espagne qui s'est promenée tranquillement sans trop de soucis face à l'Autriche. Une Espagne qui monte en puissance avec cette victoire 3-0. Tranquille, You, cette petite victoire de l'Espagne? Ouais, bah on sent que ça monte en puissance. Bon, après, l'Autriche n'était pas le plus gros adversaire qu'ils pouvaient affronter. Le prochain sera déjà un peu meilleur. Mais ouais, on sent que ça commence un peu. On a Lamine qui revient. On sent qu'il tâtonne encore. Il revient de blessure, mais bon, je pense que le prochain match, ce sera pour lui, ce sera contre le Portugal. On attend que ça. Là, on rentre vraiment dans la vraie compétition. Magnifique. Et puis on attend. Marc, on va passer à la petite rubrique que tu adores, le qui a dit. Il me semble que c'est une rubrique que tu apprécies particulièrement. Tu t'es régalé, tu as révisé tes phrases des livres d'histoire un petit peu? J'ai pas révisé, mais tu vois, je commence à trouver les liens logiques et à faire des liens entre des situations historiques de la Coupe du Monde et ces phrases. Donc vas-y, je suis prêt là. Alors, qui a dit? Pour commencer, on a le petit qui a dit, qui va nous porter qui va nous faire stresser tout au long de cette émission, non? Oh, peut-être pas, c'est ce que je vais trouver. Alors déjà, est-ce que tu as une petite idée si je te dis qui a dit il nous a manqué un joueur comme Gerd Müller? Est-ce que vous avez une petite idée? Il nous a manqué un joueur comme Gerd Müller, ça s'affiche à l'écran. Pas tout de suite, mais on va chercher. On va chercher. Ouais. Marc, je sens que t'es sur une piste ou pas encore? Je l'ai pas. Tu l'as pas encore? Non. Ouais, Mais ok. je vais faire un lien logique et Il me semblait. voilà. Bon, avant de réfléchir à ça, on va passer comme d'habitude, comme tous les matins, au Night Mondial. Et le Night Mondial qui va commencer avec le dernier match de la nuit entre la Suisse et l'Algérie. Une petite défaite timide de l'Algérie 2-0, une petite Suisse timide aussi, You. Finalement, est-ce que cette élimination de l'Algérie est logique? Est-ce que tu as été déçu par l'Algérie? Dis-nous un petit peu ton ressenti sur cette performance des Fennecs qui sont inclinés 2-0. But de Mbolo à la 10e, but de Ndoye à la 46e. Bah, c'est un match, pour moi, c'est le match le plus faible de ces 16e de finale pour l'instant. On ne les a pas tous vus encore, mais ouais, c'était vraiment un match. Il n'y a quasiment rien à retirer, si ce n'est que l'Algérie n'a rien proposé. Sans vrais attaquants, Petkovic, pour moi, a manqué son match. Une nouvelle fois, après, bon, ça c'est le choix du coach. Il est là, on suit ce que fait le coach, mais bon, franchement, l'Algérie n'a rien fait, n'a rien proposé. Il y a toujours un gagnant, un perdant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tu te dois de montrer cet état d'âme. Tu es à la Coupe du Monde, ça fait 12 ans que tu n'y étais pas. Tu as un peuple derrière toi, un très grand peuple. Donc tu te dois de l'honorer. Là, pour moi, en 90 minutes, il n'y a vraiment rien eu. Que ce soit des jeunes ou des plus anciens. Il faut en parler aussi de la défense. Les deux buts, pour moi, à ce niveau-là, ça ne doit pas exister. Tu leur offres le but, 45e minute, tu es mené 1-0. Tu reviens. C'est ce que disait Riyad Mahrez, hein, il l'a dit en conférence, en zone mixte après le match. Ouais. On n'a pas le droit de faire 2 erreurs comme ça, d'offrir 2 buts en Coupe du Monde. Bah, c'est ça. Et puis bon, lui, c'était son dernier match avec l'Algérie. Il l'a annoncé par la suite au micro de Beansport. Mais ouais, franchement, c'est un match, je pense, qui laissera des traces dans les têtes en Algérie et puis ailleurs, parce que tu avais la Suisse derrière. Tu peux essayer de moyenner quelque chose pour atteindre l'écart. Le tableau était ouvert. C'était ouvert. Mais ouais, très très décevant, franchement. Même des petits jeunes, Maza aussi, j'en entendais beaucoup, c'est un de mes chouchous. C'est beaucoup de monde, Maza. Ouais, Maza, franchement, c'est. Mazadona. Ouais, c'est un crack. C'est un crack, Mazadona, comme tu l'as dit. Mais là, sur les 5e minute, il peut ouvrir le score, il se trouve.
Et c'est un petit peu dommage parce que Mbolo, 10e minute, ça ferme tout et l'Algérie tétanise La après. froideur suisse. Marc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance de l'Algérie, de cette performance de la Suisse? On va d'abord parler un peu de l'Algérie. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont des suiveurs de l'Algérie. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? On a un peu vu tout et rien vu l'Algérie durant cette Coupe du Monde. Face à l'Argentine, ça a été courageux puis décevant. Il y a eu un peu de tout dans tous ces matchs de poule à chaque fois. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? En fait, l'impression que cette équipe, elle est là quand il fallait pas l'être et puis qu'elle n'est pas là quand il faut être là. Quand je dis qu'il fallait pas l'être, il fallait pas marquer ce 3e but pour Riyad Mahrez qui t'envoyait contre l'Espagne au dernier match de groupe et puis au final ça finit à 3-3 et il rencontre la Suisse. Contre l'Autriche, c'était le 3-3. Et puis, premier match, t'es pas là. Tu te fais cueillir face à une équipe d'Argentine qui vraiment est en gestion. Et en vrai, le match d'aujourd'hui, c'est un match où la Suisse, ils gèrent, quoi. Ils font pas non plus un très grand match. Ils ultra dominent pas. Il manquait un peu un grain de folie peut-être pour enflammer cette rencontre. Ouais. On l'a vu un peu en deuxième beaucoup période. de justesse technique aussi, il manquait pas mal de ça. Et je pense peut-être de leaders, de gens capables de t'emmener à un groupe. Des leaders qui ont une crédibilité auprès des autres. Et je suis pas sûr que Riyad Mahrez, malgré son palmarès, malgré sa qualité technique, il est encore aux yeux des autres joueurs l'énergie, la crédibilité pour tirer un groupe vers le haut et pour être celui qui va sonner la révolte. Il n'y a personne qui a sonné la révolte côté algérien et c'est ça qui est bien dommage. Youssef, pour parler de Riyad Mahrez, oui, c'est l'homme du titre en 2019, il a apporté beaucoup de bonheur au peuple algérien, mais ça fait de longues années qu'il y a une espèce de rengaine, on a l'impression, chez les Algériens. Merci pour tout Riyad, mais là on a besoin de plus, ou alors on a besoin que tu t'écartes. Exactement, ouais, depuis 2019 c'est assez compliqué, il y a eu plusieurs traumatismes en Algérie. Les deux éliminations à la CAN en phase de poule. La Coupe du Monde surtout. Le fameux match face au Cameroun. Ouais, dernière seconde. Il y a un peu ce... Et puis tu as surtout des ailiers très talentueux qui arrivent. Je pense à Hadj Moussa qu'on doit mettre dans les meilleures dispositions. Il commence vraiment à faire son trou et pour moi on aurait dû beaucoup plus miser sur lui et sur ce mondial. Tu le fais commencer par l'Argentine. Match très difficile, tu ne mets pas dans les meilleures conditions et ensuite c'est au bagne quoi. C'est au bagne, on le fait rentrer des bouts de match et puis tu te débrouilles. Ça c'est la gestion aussi du groupe qui pour moi est assez difficile. Pareil là, bon c'est que Boudaoui était un peu malade avant. Il fait pas la meilleure saison de sa vie non plus, mais tu mets Zerouki qui est là sur toutes les casses un peu de ces dernières années. Tu fais jouer un double pivot pareil, Zerouki Bentaleb. Le but de Dan Ndoye, pour moi, un des deux doit être au marquage parce que tu as deux 6 qui ne sortent pas sur le joueur et puis ça fait mouche et de 0 le match il est plié. Marc, tu voulais rajouter un petit truc sur... Ouais, je trouve que dans beaucoup de sélections, que ce soit l'Algérie, le Sénégal, le Portugal, il y a une difficulté à gérer les superstars, les anciens, ceux qui ont un passif très important avec la sélection et à la fin ça devient problématique. Le Sénégal, je pense que le fait de ne pas avoir bien géré Kalidou Koulibaly, ça les a plombés sur les 2 premiers matchs. Le Portugal, il y a toujours un cas Ronaldo, un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Hier, il tire on va y revenir, il tire un peu la tronche quand il sort, puis au final c'est le remplaçant qui marque. Donc voilà, il y a un vrai truc, à un moment donné, il faut savoir dire aux anciens, bon, en fait, non pas vous restez à la maison, mais peut-être vous êtes des bons accompagnateurs, vous êtes des transmetteurs de flambeaux. Et par exemple, en équipe de France, c'est ce qui se passe avec Lucas Hernandez ou avec N'Golo Kanté. Petkovic, je pense que ça va être l'homme visé par les critiques dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Il était déjà pointé du doigt un peu avant la Coupe du Monde. Est-ce que là, il a prolongé récemment avec la fédération algérienne? Est-ce que on va quand même peut-être poser la question de son futur sur la table après cette désillusion? C'est ça qui est étonnant pour moi, c'est de le prolonger juste avant la compétition. Il y a plusieurs sélections qui ont fait ça. C'est un cas, ça se fait souvent. Quoi. Ouais, mais voilà, ça pose quand même question sur quoi faire si la Coupe du Monde se passe mal, non? Ouais, c'est ça. Surtout que, bon, tu prends un coach qui était de base décrié. Il y avait d'autres coachs pour moi sur le marché qui auraient pu. Là, maintenant, on a Hervé Renard qui ne va sans doute pas prolonger son aventure avec la Tunisie. Mais pour moi, Petkovic, ça fait 2 ans qu'il est là. T'as pas eu d'avancée, t'as rien eu. Le jeu, franchement, c'est par intermittence, mais c'est dû au fait... Beaucoup de fulgurance, non? Exactement, pour moi, c'est dû au fait de la qualité de tes joueurs. Bon, c'est pas la meilleure Algérie qu'on ait pu voir,
Mais franchement, tu as de très très bons joueurs. Mais pour moi, non, Petkovic ne restera pas le. Personnellement, si j'étais à la FAF, Petkovic, ça sort. Marc, quand tu t'avais sur notre ami Petkovic, Ouais. on l'a vu en France avec Bordeaux, ça s'était pas très bien passé Exactement, avec les Girondins de Bordeaux. Je suis désolé, avec la Suisse, il a eu des résultats. Ah, il a éliminé la France à l'Euro 2021, on le rappelle, Petkovic. Et je pense que dans le mindset de l'Algérie, de la pression populaire qui entoure la sélection et le foot globalement, il faut un coach qui a un CV et qui a soit une forme de crédibilité et surtout qui vient là avec cette impression qu'il s'inscrit dans la durée et on va repartir sur un projet un peu neuf et novateur qui doit porter ses fruits d'ici 2 à 4 ans. Mais est-ce que Petkovic, lui, s'inscrit dans cette durée? Il a prolongé. C'est aussi une manière d'asseoir l'autorité d'un sélectionneur dans une compétition que de le prolonger Didier Deschamps. C'est ce qui s'est passé tout au long de son mandat. Et par un moment, il a été très vivement critiqué sur la qualité du jeu de l'équipe de France. Donc c'est assez logique de prolonger quelqu'un. Moi, souvent, quand il y a des doutes, je pense qu'il faut prolonger quelqu'un, mais à condition. C'est-à-dire que si tu passes pas les 16e de finale, peut-être que là, merci, au revoir. Si tu passes les 8e ou les quarts, tu fixes des objectifs et puis tu conditionnes la prolongation. Donc, comme d'habitude, vous êtes très nombreux dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette Algérie, cette élimination de l'Algérie et la victoire de la Suisse. On a Milanello qui est un petit peu dur, qui dit tous les joueurs sont nuls à part Maza. C'est un petit peu dur quand même. Il y a d'autres joueurs qui ont brillé du côté de l'Algérie. Et on a un user qui nous dit DZ égale 2-0. C'est un petit peu difficile pour une matinée. On a quelqu'un qui nous réclame le retour de Regragui. Un peu compliqué le retour de Regragui. You, juste pour terminer ce chapitre Petkovic, est-ce que tu aurais un sélectionneur idéal comme ça dans l'idée pour prendre sa place? Pour moi, un bâtisseur, Hervé Renard, qui est sur le marché. Prouvé en Afrique notamment. Ouais, il a gagné, on l'appelle le sorcier blanc, parce qu'on sait c'est tout ce qu'il a accompli en Afrique. Avec l'Arabie Saoudite, pareil, on a eu les insights de la mi-temps contre l'Argentine. C'est ça qu'il faut faire pour moi. C'est un mec qui va réveiller tout son groupe. On a vu le comportement des Algériens après le match contre l'Argentine. Bon, tu affrontes Lionel Messi, ok, tu viens de perdre 3-0 quand même. Ça fait 12 ans que tu n'es pas allé à la Coupe du Monde, tu as tout un peuple derrière toi. Tu te dois d'avoir un peu de recul. Et bon, on sait qu'il a fait rêver tout le monde. Mais quand même, pour moi, c'était un peu trop gros. C'est pas passé ça en Algérie. Et auprès de la diaspora, pareil. Mais ouais, pour moi, Hervé Renard est le candidat numéro 1 à aller chercher. Après, peut-être qu'il y aura d'autres coachs qui vont émerger. Mais pour moi, je partirais plus pour bâtir avec Hervé Renard. Petite stat sur l'Algérie en Coupe du Monde. Sur ses 10 dernières confrontations face à des équipes européennes, c'est aucune victoire. C'est 4 nuls, 6 défaites. Dernière victoire de l'Algérie face à une nation européenne, You? La Russie? Non, la Russie, on n'a pas gagné. 1982. Allemagne. Le match contre l'Allemagne, la victoire de 1. Bon, maintenant on va passer un petit peu sur la Suisse avant de terminer sur Suisse-Algérie. Marc, la Suisse, est-ce qu'elle t'a convaincu pour la suite du tournoi? On sait que potentiellement après ça peut être Colombie ou Ghana. Est-ce que la Suisse peut se dire les quarts de finale, il y a une porte ouverte? Ouais, clairement. Après la Colombie, ça reste très, très costaud. Enfin, en tout cas, il y a une colonne vertébrale forte. Après la Suisse, je trouvais que c'était une génération assez vieillissante. Et, elle monte en puissance cette équipe de Suisse, non? Quand même, par quelques petites retouches, Mourat Yakin a su ramener un petit peu de fraîcheur et surtout en fait installer Manzambi, ça change quand même beaucoup de choses. T'as l'impression que un des hommes du mercato, Manzambi. Ouais, t'as l'impression qu'il peut se passer un truc avec ce garçon qui a du feu dans les jambes, il a cette capacité à porter le ballon, à amener une énergie autour de lui. Un Brel Mbolo aussi qui n'a pas eu une saison non plus transcendante du côté de Rennes et qui fait une Coupe du Monde très solide. C'est assez intéressant, mais surtout ce que j'ai trouvé dans le match contre l'Algérie, c'est qu'ils font pas un match non plus remarquable, mais ils font un match froid, clinique. Ils sont pas non plus très inquiétés après l'ouverture du score. Donc moi c'est ça que je retiens, c'est ce côté très froid, très clinique. 8 tirs, 2 cadrés pour l'Algérie, 11 tirs, 5 cadrés pour la Suisse. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Suisse qui nous avait pas convaincu au début? Il y avait ce match nul face au Qatar, l'égalisation à la dernière seconde. Finalement, ils ont réussi un petit peu à élever leur niveau de jeu. Toi, quelle a été ton impression face à cette équipe? C'est ça, ils montent en puissance. Comme l'a dit Marc, très froid. Moi aussi, je les ai trouvés très froids. Mais tu as aussi deux ailiers qui travaillent beaucoup, avec Vargas et Ndoye. Manzambi, maintenant, qui a été aussi intégré à ce trio offensif qui était déjà là, avec aussi Mbolo. Et puis défensivement, c'est costaud, c'est vieux, mais c'est costaud. Ouais, c'est costaud,
c'est une bonne équipe pour moi. Quart de finale, ça peut s'atteindre face à la Colombie ou au Ghana, ou on a l'impression qu'il y a peut-être un step, notamment face à la Colombie, qui a été plutôt séduisante en phase de poule. Pour moi, ce sera presque du 50-50. Si la Colombie passe, je dirais un petit avantage pour la Colombie. Mais ouais, c'est à peu près du même niveau. Ok, super. Bon, on va avancer, messieurs. On va passer sur la deuxième affiche de la nuit. Une belle affiche entre deux habitués de la Coupe du Monde, le Portugal et la Croatie. Une victoire sur le score de 2-1 du Portugal. Un match un peu dingue, hein. C'était assez serré en première période. Ivan Perisic, l'ancien socialien, qui ouvre le score juste au retour des vestiaires. Cristiano Ronaldo qui égalise sur penalty. Il avait marqué Cristiano, but refusé pour hors-jeu. À la 94e minute, Gonçalo Ramos, l'ancien parisien, qui vient offrir la victoire au Portugal. Mais c'était pas complètement fini, hein, parce qu'à la 90 plus 16, Guardiola qui égalise, but refusé pour hors-jeu. Un match de fou, un vrai match de Coupe du Monde. Le Portugal monte en pression, c'est une bonne nouvelle pour la suite de la compétition. Ouais, pour moi, oui. Après, bon, première mi-temps, comme tu as dit, c'était serré, c'était un petit peu compliqué des deux côtés. C'est un peu l'impression que j'en ai eu, c'est un peu ces matchs de l'Euro un peu tendus avec les deux équipes qui se connaissent très bien, qui n'osent pas forcément s'ouvrir. Et c'est ça, et bon, ils sont portés chacun par un très très grand nom, si j'ose dire. Du coup, Modric ne jouera plus en Coupe du Monde, petite tristesse. Mais ouais, deuxième mi-temps, franchement, ça m'a épaté de la part des deux équipes. On a vu un football bien plus offensif des deux côtés. On a eu 3 buts, je crois, refusés. Ouais. 3-4 buts refusés. Ça finit en 2-1 pour le Portugal. Cristiano qui marque enfin son premier but dans la phase d'élimination directe en 6 compétitions. Et ouais, pour moi, c'est un match qui peut vraiment lancer le Portugal. Prochaine étape, l'Espagne, ça va être dur. On a une équipe qui, elle aussi, commence à monter en puissance. On a pour moi celui qui est le meilleur joueur du monde actuel depuis 2 ans maintenant, Lamine Yamal, qui va aussi monter en puissance. On va y revenir sur Lamine Yamal. Ouais. Et puis ouais, franchement, ça aurait pu arriver en demi-finale pour moi. Mais bon, en Portugal-Espagne, qui ne prend pas. Marc, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce Portugal-Croatie? Tu as été convaincu par les Portugais? Toujours pas? Toujours pas, je suis toujours pas convaincu. Quand tu vois le 11 de départ, tu dois te dire tu penses que c'est une équipe ultra dominante et en fait, ouais, la possession, ils dominent, mais ils se sont fait très peur jusqu'au bout et le but de Gonçalo Ramos, c'est une bénédiction, hein. Il sort de nulle part. La Croatie a dominé en termes d'occasion. Hein. En termes d'occasion, c'est 10 occasions pour la Croatie, 6 tirs cadrés contre seulement 3 pour le Portugal. Ça s'est pas joué à grand chose. Touche le poteau, il y a eu aussi ont eu 2 buts refusés. Ce fameux but de Guardiola à la 116e et 106e minute. Qui, je pense, va être un objet aussi un peu de polémique, parce que bon, je crois que ça se joue pas grand chose, quoi. Mais ouais, ce que je retiens, c'est que moi, ce que je retiens depuis le début du mondial, c'est qu'il y a un décalage entre les attentes qu'on a envers le Portugal et son 11 de départ et même l'ensemble de son effectif. Les supporters parisiens sont bien placés pour savoir qu'il y a quand même dans cet effectif des joueurs de très très haute qualité. Et 3 Parisiens titulaires hier côté du Portugal. Neves, Vitinha, Nuno Mendes. Neves qui a trouvé sa place de titulaire, il n'était pas forcément tout le temps titulaire au début. Ouais, je comprends pas. Mais pour le voir toute l'année, c'est un joueur extraordinaire. Et ouais, il y a un décalage donc entre la qualité de l'effectif et la production au final. Et encore une fois, moi je me rince les cheveux quand je vois Cristiano Ronaldo Prime, bravo, mais j'ai envie de lui dire sois réaliste sur ce que tu sais faire et sur ce que tu ne sais plus faire en fait. À un moment donné, arrête de décrocher, de demander le ballon. Il a encore tellement un jump, tellement un poids dans la surface que c'est là que tu l'attends et c'est là qu'il devrait être plus souvent. Et on l'a vu à un moment donné, il est à 2 doigts pour un hors-jeu de très peu, il est encore clinique quoi. Et il aurait pu l'être encore. Ça sera The Last Dance pour Cristiano Ronaldo. Sa sœur, en marge de la rencontre, a annoncé que ça serait sa dernière Coupe du Monde. You, est-ce que tu penses qu'il est capable de... Déjà, il a un petit peu fait taire les critiques en marquant ce premier but lors des phases à élimination directe. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match? Qu'est-ce que tu en as pensé de sa compétition jusqu'à présent? Et est-ce que tu sens qu'il est capable, face à l'Espagne, de refaire des différences dans un match coup près face à une des plus grandes nations du monde, si ce n'est la meilleure équipe sur le papier? Sa compétition... Ouais, il a la quarantaine passée. Donc bon, on va pas être trop dur avec lui. Quand tu es au Ballon d'Or, on sait ce qu'il peut apporter. Mais ouais, qu'il reste à sa place. Moi, par contre, ce qui m'a dérangé aujourd'hui, c'est sa petite réaction sur sa sortie.
Tu joues déjà 85 minutes à très très haute intensité, ce que tu ne fais plus depuis la dernière Coupe du Monde, vu que tu as signé en Arabie Saoudite. Tu te fais remplacer par celui qui va délivrer tout ton peuple. Donc ouais, je comprends que bon, pour son ego, ça a dû le toucher de sortir. Mais à la quarantaine passée, tu laisses ta place aux jeunes. Comme Messi, pour moi, qu'il le fait assez bien de son côté, il est là pour transmettre en fait. Il est là pour transmettre. Cristiano, c'est encore un peu... on sent qu'il a encore cette petite pression sur les épaules. Bon, après, c'est dû au fait aussi qu'il n'a pas gagné le mondial avec sa sélection, je pense. Mais ouais, Cristiano, pour moi, je ne sais pas si je partirais encore titulaire avec lui contre l'Espagne. Parce qu'on sait que ça demandera autre chose de la part des joueurs portugais. Mais ouais, un peu... Pour moi, ça va être sa dernière, et puis ça y est, qui accroche les crampons, quoi. Il nous a fait rêver il y a des années, et puis ça y est. Marc, on a dans les commentaires Nils qui nous dit « Je pense que le Portugal peut aller en finale ». Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le Portugal peut aller en finale avec cette équipe-là et avec surtout Cristiano Ronaldo titulaire? Non, non, je vais le dire franchement, non. Enfin, je les vois pas. On me demande mon avis, hein. Je suis désolé pour Nice, mais je les vois pas. Je les vois pas y aller tant la production est pas à la hauteur de la capacité de cette équipe. Elle n'est pas exploitée pleinement. Après, voilà, bon, sur un match, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ce que j'ai vu hier de l'Espagne, ça reste quand même une équipe qui a pris aucun but quand même dans le tournoi. Parce qu'on a dit qu'ils avaient marqué 3 buts contre l'Autriche, mais on a oublié de préciser que c'est une des 2 équipes qui n'a pas pris de but dans le tournoi. Je crois que le Mexique, l'Angleterre. Non, le Mexique. L'Angleterre, ils ont pris un but contre la RDC. Le Mexique n'a pas encaissé de but. Donc, ce qui est déjà une qualité extrêmement importante quand on veut aller au bout, c'est d'encaisser le moins de buts possible. Donc, moi, pour le Portugal, j'ai de vrais doutes sur leur capacité à aller jusqu'en finale. Et surtout, je vais dire un truc, par rapport à, j'ai vu Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est le deuxième joueur qui crée le plus d'occasions dans cette Coupe du Monde. Deuxième, je crois, latéral qui est derrière Achraf Hakimi. Mais défensivement, je l'ai trouvé hier soir quand même un peu limité, un peu apathique sur certains dédoublements dans son dos, certaines courses en profondeur. Et là, il va avoir un client dans un duel que tout le monde va regarder, puisqu'il y a un passif de la Ligue des Nations. C'était l'année dernière, je crois, après la victoire du PSG. Il y a même en finale. Des passifs en Ligue des Champions. Oui. Alors ça s'était pas hyper bien passé à Barcelone. Pour Nuno Mendes, mais ça s'était mieux passé à Munich l'année dernière, je crois que c'est la finale de la Ligue des Nations, où le Portugal s'était imposé face à l'Espagne. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir le Portugal version Ligue des Nations, ou est-ce qu'on va avoir le Portugal de ce début de mondial? Pour terminer sur la Croatie, la fin d'une ère, la fin de Luka Modric, plus de 200 sélections, 5 Coupes du Monde, pardon. On a aussi pas mal de joueurs qui risquent de tourner la page, hein. On pense à Perisic, voilà. C'est la fin d'une génération. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que la Croatie a peut-être mis trop de temps à aller de l'avant en incluant plus de jeunes? Après, c'est peut-être aussi un petit creux générationnel, tu vois. Tellement que ça a été brillant pendant des années aussi. Bah, c'est ça, et puis tu vois leur performance cette nuit, t'as rien à leur dire aux anciens, tu vois. Donc, ouais, pour moi, ouais, ça me fait un petit truc au cœur de plus voir après Modric ou Perisic, comme tu as dit, l'ancien Sochalien, qui a été pour moi très très bon. Mais puis avoir leur nouvelle génération, comment ils vont réussir à vraiment... Parce que je pense que plusieurs vont arrêter là, quand même. Ça y est, ça fait des années qu'on les voit, ils sont éreintés les mecs. Donc franchement, à voir. Et puis, mais ouais, pour moi, la Croatie a été une belle équipe de ces dernières années. Plaisante à voir par moment. Beaucoup joué contre l'équipe de France. Exactement, on les a beaucoup croisés aussi. Mais ouais, pour moi, ça a été vraiment une équipe qui a été agréable à suivre, avec des joueurs en fait qui sont attachants. Et puis on leur souhaite le meilleur, écoute. On a Nils dans les commentaires qui nous dit « Merci monsieur Luka Modric. Luka Modric, un immense joueur qu'on ne reverra malheureusement plus en Coupe du Monde. » Il y a un joueur qu'on risque de revoir un petit peu plus en Coupe du Monde dans les années à venir, c'est Lamine Yamal, la star de l'Espagne. L'Espagne qui s'est imposée hier soir sur le score de 3-0 face à l'Autriche. Une victoire assez facile de l'Espagne, en gestion presque, j'ai envie de dire, avec un premier but de Oyarzabal en première période, à la demi-heure de jeu, Pedro Porro à l'heure de jeu, et enfin Oyarzabal qui vient mettre le 3e but pour sceller cette victoire de la Roja. Marc, une gestion en vainqueur, moi je me suis noté, une gestion une victoire tout en sérénité.
Je ne sais pas si j'étais impressionné par l'Espagne ou si j'étais très déçu par l'Autriche. Parce que je m'attendais à ce que, au vu de ce qu'on avait vu pour le premier tour, que l'Autriche matche un peu les phases douter. Et à l'heure de jeu, les expected goals, donc qui situent à peu près la franchise des occasions, pour l'Autriche c'était 0,03, alors que pour l'Espagne c'était 1,87. Donc ça situe la franchise des occasions espagnoles. Et en vrai, pour moi, ils se sont réveillés. Ils ont lancé vraiment leur mondial en gestion, on va dire, dans le premier tour, dans la phase de poule. Et puis là, en toute tranquillité, il y a un but qui a été refusé à Cucurella qui prête à discussion. Un Lamine Yamal qui est, si des gens avaient des doutes sur ses capacités à répéter des efforts, à avoir des appuis, à avoir des dribbles tranchants, et ben, sa cuisse va très très bien. Donc vraiment, moi j'ai hâte du match contre le Portugal et j'ai très peur pour le Portugal. Cette Rora, elle a une tête de future championne du monde ou pas, selon toi, Yo? Ouais, c'est possible. Après, le score aurait pu être encore plus large parce qu'il y a deux sauvetages sur la ligne, dont un de David Alaba où après il crie sur tout le monde parce qu'il se faisait balader à ce moment-là. Il y avait 2-0, il se faisait balader. Mais ouais, pour moi, l'Espagne est vraiment rentrée là dans sa compétition. L'Autriche, sur le papier, il y a quand même une belle équipe. Hein. Il y a des beaux joueurs, on les a vus ça. face à l'Algérie, face à l'Argentine. C'est un beau groupe, mais hier, ils ont tout simplement pas existé. C'est ça, on voit Konrad Laimer au bout de 35 minutes, pourtant titulaire avec le Bayern, qui est déjà les mains sur les genoux. Et pourtant, on sait que Yamal est pas au top de sa forme. Il est déjà exceptionnel, mais c'est pas le Lamine qu'on connaît et il a fait rêver. Mais bon. On sait qu'il peut être encore bien plus tranchant, bien plus décisif. Mais 35 minutes, 3 petits points sur son vis-à-vis, des feintes de corps exceptionnelles. Nuno Mendes, il prend des notes là, je crois. Ouais, je pense. Après, à voir comment le Portugal défendra sur lui, tu peux pas le prendre en main contre un pour moi. Même si c'est Nuno Mendes qui est le meilleur latéral du monde, ce sera très très compliqué. Marc, je t'ai vu faire la moue, tu peux pas le prendre en main contre un, t'es d'accord? Je trouvais que si on se remémore le match de l'année dernière entre le Portugal et l'Espagne, il l'a repris en 1 contre 1. Et après, c'est vrai que cette saison, j'ai déjà vu Nuno Mendes, notamment contre Michael Olise, être en très très grande difficulté dans le 1 contre 1 et devoir avoir l'appui d'un partenaire et d'une prise à 2 au retour. Donc, à mon sens, il va être épaulé. Ouais. L'Espagne peut être championne du monde selon toi? On sait qu'ils sont champions d'Europe, ils arrivent avec une énorme ambition, ils font partie du trio de favoris avec la France et l'Argentine. Ouais. De ce que tu as vu de l'Espagne depuis le début de ce mondial, tu les vois capables d'être sacrés champions du monde? Moi je vais aller plus loin que le début de la compétition parce que ce qu'ils ont montré avant était impressionnant. Je pense que oui, ils peuvent, ils ont un banc en plus extraordinaire. Je mettrai un petit bémol sur leur charnière centrale. Je dis pas Koubarsi, mais moi, voir Aymeric Laporte titulaire dans cette équipe, c'est toujours assez surprenant. Ouais, ça me scotche. Je comprends pas. Mais je comprends pas parce qu'il y a peut-être bien meilleur en Espagne ou qui joue dans des plus grands clubs. Mais il faut apprécier les choix de Luis de la Fuente qui peuvent être étonnants. On se permet dans cette sélection de mettre Fabian Ruiz sur le banc. D'avoir Pedro Porro, Ferran Torres qui rentre, Gavi qui Ferran rentre. Torres qui n'est pas non plus un titulaire indiscutable au FC Barcelone, Oyarzabal qui joue à la Real Sociedad. Et Simon aussi au goal. Voilà. Exactement. Et en fait, il fait des choix de sélection, il fait des choix, je pense, à la fois techniques, mais il fait aussi des choix humains, Luis de la Fuente, et qui sont extrêmement payants. On sent que tout est très très bien huilé, que Oyarzabal, qui n'a pas le plus gros CV de l'équipe, est quand même un des éléments prépondérants de cette équipe. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois on sent des joueurs assez galvanisés. Il y a des joueurs qui ont vécu des saisons très très difficiles dans l'équipe d'Espagne. Pour Cucurella, ça a été très compliqué. Pour Pedro Porro, ça a été très compliqué aussi. Et en fait, quand tu les regardes sur le terrain, les mecs, ils volent. Cucurella, il a la dalle, hein. C'est impressionnant, c'est un vrai mort de faim. On va passer un petit peu à Lamine Yamal. On en a déjà un petit peu parlé, Lamine Yamal. Il est arrivé avec cette Coupe du Monde, il n'a pas joué le premier match, il était remplaçant. On sent qu'il monte en pression. Est-ce que tu as l'impression qu'il est à 100% là, Lamine Yamal, qu'il est prêt à donner le maximum de ce qu'on attend de lui, de ce qu'on peut espérer de lui? 100% non, je pense pas encore. C'est trop tôt pour lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le temps. Ouais. Il n'a pas le temps. Là, il nous a prouvé qu'il n'avait pas le temps en plus dans sa carrière. Et là, il n'a vraiment pas le temps. Il a encore un peu peur pour moi sur certains contacts. On voit qu'il est quand même un peu encore apeuré par ce qui lui est arrivé. Mais il est jeune, il a 18 ans.
Il n'est pas, il est pas à 100%. Il est pas à 100%. Je pense que quand il marquera son but, hier on l'a vu très frustré sur notamment le sauvetage, j'en parlais tout à l'heure, d'Alaba sur sa ligne. Je pense que aussi son premier but en Coupe du Monde va aussi le libérer. Mais ouais, non, 100%. Non, on voit aussi l'Espagne aussi a préféré à des moments jouer à gauche pour le laisser souffler. À partir de la 70e, ça a vraiment commencé à basculer à gauche. Et comme tu l'as dit, on a Cucurella aussi à gauche qui pour moi fait un très très gros match et qui est l'une des satisfactions aussi de ce début de tournoi des latéraux. Cucurella, un futur joueur du Real Madrid. Marc, tu vas ajouter un petit truc sur Lamine Yamal. Est-ce que tu trouves qu'il est à 100% toi? Moi, je le trouve très rassurant. En fait, bon, je suis un observateur du Paris Saint-Germain et je regarde souvent un joueur blessé quand il revient, notamment Ousmane Dembélé, par sa capacité à prendre le ballon, à ne pas avoir peur de prendre le ballon, de prendre des initiatives, à répéter des petits appuis, des changements de direction, tous ces mouvements, tous ces gestes techniques qui sollicitent des muscles bien précis, ou les muscles en fait qui sont les plus touchés, c'est-à-dire la cuisse, quoi, les ischio-jambiers. Et de ce point de vue-là, moi je l'ai trouvé extrêmement affûté, bien et en confiance. Et ça, c'est la preuve d'un joueur qui a plus d'appréhension. Le prochain match, c'est face au Portugal. Sacrée affiche, c'est presque une demi-finale, un quart de finale. Quel type de match tu t'attends, Yous, pour cette confrontation entre les deux voisins portugais et espagnols? Pour moi, ça dépendra aussi de l'approche du Portugal, même si on sait que l'Espagne, si elle veut te faire tourner, elle va te faire tourner quoi qu'il arrive. Mais je vois quand même une domination espagnole. Le Portugal, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est encore un peu décevant. Ça l'est concrètement. Les généraux ne répondent pas présents. Oui, cette nuit plutôt, on a vu Leao encore. On veut encore qu'il fasse ce petit truc en plus, il met ce missile sur la barre transversale. Mais sinon, à part ça, il n'a pas ce petit truc qu'on attend de lui. On l'a vu notamment grandir au LOSC, donc on le connaît assez bien en France. Mais ouais, les généraux, pour moi, Vitinha aussi hier un peu décevant. Nuno Mendes un peu quand même, Cancelo pareil. Donc ouais, moi je m'attends à une Espagne qui va maîtriser son sujet. Après match serré, bon, on sait que tout peut se passer sur un match. Je vois l'Espagne passer, après je ne sais pas si ce sera une fessée ou alors vraiment un match très serré. Marc, toi, donne-nous ton pronostic, tiens. À froid, un pronostic sur Espagne-Portugal pour ce huitième de finale. En fait, moi tu sais, je suis une girouette. Donc tout à l'heure je te disais que je ne les voyais pas passer, mais je me demande en fait... ils vont être dominés, mais ils ont quand même des joueurs pour jouer en transition, des latéraux pour jouer en transition. Enfin, Léo, il va devoir filer un petit coup de main quand même à Nuno Mendes. On sait que c'est pas l'homme qui aime le plus défendre sur terre. C'est clair. Est-ce que Roberto Martinez va faire des choix aussi par rapport à ça? Est-ce que Cristiano Ronaldo, est-ce que tu peux te permettre de ne pas défendre avec Leao et de ne pas défendre avec Cristiano Ronaldo? Est-ce que donc Cristiano Ronaldo va démarrer la partie? Ça m'étonnerait. Et Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui est capable de fournir des efforts pour aller presser. C'est un joueur qui a de l'envie. Donc moi, j'attends de voir en fait si Roberto Martinez va poursuivre dans la même logique que depuis le début de la compétition, ou est-ce qu'il va s'adapter et il va accepter de subir et de jouer en transition avec du Rafael Leao, avec du Pedro Neto, avec des Nuno Mendes et des rangs de lancement comme Vitinha. Je suis très curieux, mais moi je pense que s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, le Portugal a une chance de passer. Ok. Bon, on va faire un petit point sur ces 16e de finale maintenant qui sont quasiment terminés. On va pouvoir vous afficher tout ce qui s'est passé depuis le début de ces 16e de finale. Ça avait commencé très fort avec la victoire du Canada face à l'Afrique du Sud. Voilà, on a un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé. La victoire du Brésil face au Japon, du Paraguay au tir au but face à l'Allemagne, du Maroc face aux Pays-Bas, là aussi au tir au but. On a eu cette victoire d'Erling Haaland et les Norvégiens contre la Côte d'Ivoire, de la France face à la Suède. L'Angleterre avant-hier s'en est sorti face à la RDC. Le Mexique a fait le boulot face à l'Équateur. La Belgique a renversé le Sénégal 3-2. Les États-Unis se sont imposés face à la Bosnie 2-0. Et comme vous avez pu nous suivre aujourd'hui, la victoire de l'Espagne 3-0, du Portugal 2-1 et de la Suisse 2-0 face à l'Algérie. On y voit un petit peu plus clair pour les huitièmes de finale. Si on peut avoir la petite slide des huitièmes de finale, c'est magnifique, avec des duels qui nous font saliver. Ça va démarrer dès demain, le 4 juillet du coup, avec le duel entre le Canada et le Maroc, un des pays organisateurs face au Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ça va se poursuivre avec le Paraguay-France, samedi 23h, il faudra être là, il ne faudra pas rater le 8e de finale de l'équipe de France.
Brésil-Norvège, Mexique-Angleterre, Portugal-Espagne, États-Unis-Belgique. Juste comme ça, en deux mots, on enlève l'équipe de France. Quel est le match qui t'excite le plus sur le papier pour l'instant? Comme on l'a dit, à Portugal-Espagne. Hein. Portugal-Espagne. Après, il y a aussi ce Brésil-Norvège qui fait que on peut attendre d'Erling Haaland et de ses coéquipiers, je dirais pas un exploit parce que le Brésil n'est plus le Brésil. Mais ouais, j'attends ce match. Et puis, si je peux me permettre aussi, il y a le Mexique-Angleterre. Mexique qui joue à la maison. Dernier match à la maison, il me semble. Ouais, peuple fou de foot. Face à une Angleterre que je voyais de base parmi les 4 grands favoris et qui est pour l'instant assez décevante. Et le Mexique porté par son peuple, j'attends de voir ça face à un gros. Marc, en deux mots, ton affiche que tu attends le plus hors équipe de France. J'aime bien le Maroc depuis le début de la compétition. C'est une équipe qui m'a fait une forte impression et que j'ai envie de continuer à regarder. Eh ben, tu me donnes la transition parfaite pour la Suisse. On va faire un petit point sur les nations africaines qualifiées parce qu'elles avaient fait un 9 sur 10 dans les phases de poule. Là, c'est plus compliqué. Pour l'instant, le Maroc est la seule équipe qualifiée. On a eu l'élimination de l'Afrique du Sud, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et de la RDC. Il y a encore 3 équipes africaines qui vont jouer aujourd'hui. L'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert. Pareil, You, en deux mots, est-ce que tu en vois une sortir de ces 16e de finale? L'Égypte, j'ose espérer que l'Égypte face à l'Australie. Ouais, face à l'Australie, c'est le premier match de la soirée à 20h. L'Égypte, pour moi, part favorite dans ce match-là. Après, c'est la Coupe du Monde. Tout est possible. Tout est possible, franchement, tout est possible. Il y a le Ghana aussi, face à la Colombie, que ça ne me choquerait pas, que le Ghana passe, mais la Colombie, c'est vraiment, va falloir que le Ghana soit très très fort dans Ils ont les été deux solides surfaces. face à l'Angleterre défensivement. On les a vus capables de tenir tête à une grande nation. C'est ça, mais là, avec la pression des matchs à élimination directe, plus faut aussi marquer, à part si tu les emmènes au tir au but. Franchement, la Colombie, je les vois passer, mais sait-on jamais. Puis, il y a une grande diaspora sud-américaine aux États-Unis. Je pense qu'ils auront un soutien populaire très très fort. Moi, je conseille à personne. Enfin, j'espère je sais pas si on est dans cette partie de tableau-là, mais tous ceux qui vont croiser la Colombie, Va falloir s'accrocher. ouais, bonne chance. grave. C'est du côté de l'Argentine. La Colombie, c'est pas du côté. Les matchs du soir, on va pouvoir vous donner ce que vous allez manger ce soir. Ça va commencer à 20h avec un duel entre l'Australie et l'Égypte. Sur le papier, oui, c'est peut-être pas forcément le match le plus sexy, mais voilà, ça va nous donner un petit apéritif pour la belle affiche de la nuit. Argentine-Cap-Vert, Lionel Messi, où est-ce qu'il va nous amener, Lionel Messi. Et enfin, Colombie-Ghana à 3h30. Ça peut être une affiche très ouverte. On se le 3 sur 3 You cette nuit ou pas? Ouais, non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Déjà, le premier match, bon, on tire un peu la langue, mais bon, c'est de la Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans. On va suivre au maximum. J'ai bien envie de voir le Cap-Vert face à l'Argentine. C'est une équipe... C'était une des surprises de cette phase de poule. Ouais, je pense qu'elle a séduit énormément de gens. Une équipe attachante. Face à l'Argentine, après, bon, on sait que peu importe l'adversaire, l'Argentine sera séduisante. Donc bon, et puis c'est la dernière compétition aussi d'un certain numéro 10. Ouais, le numéro 10, donc bon. Ça aussi, on le verra. Après 3h30, rester jusqu'à 3h30, non, je suis pas sûr. Tu parlais de joueurs attachants, d'équipes attachantes. Il y en a un autre qui est particulièrement attachant et qui a particulièrement touché les supporters du Paris Saint-Germain. C'est Gonzalo Ramos. C'est dans la rubrique Dans la peau 2. Alors Marc, dans la peau 2, tu as choisi de nous parler de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, le buteur cette nuit du Portugal, Gonzalo Ramos. Déjà, Gonzalo Ramos, bonjour. Bonjour, je vais le faire en français parce que j'ai un français quand même plutôt correct. Plutôt très bon après 3 saisons au Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas spécialement venu vous parler du match, je suis venu faire un peu un plaidoyer pour ma cause. Parce que ça fait quand même quelques saisons que je suis relégué au banc, sur le banc des remplaçants en sélection. Et je pense que par moment, je mériterais d'être un titulaire à part entière. Et je crois qu'hier, je l'ai prouvé. Si le coach Roberto Martinez cherche un joueur qui va faire des efforts pour aller presser la défense adverse face à l'Espagne, ça sera moi. S'il cherche un joueur qui sera présent dans la surface, ça sera moi. S'il cherche un joueur qui est conscient de ce qu'il est et qui ne s'invente pas un rôle ou des capacités techniques qu'il n'a pas ou n'a plus, il peut compter sur moi. Voilà, je suis l'homme de la situation pour le match contre l'Espagne. J'ai énormément de respect pour Cristiano Ronaldo. Évidemment, c'est un modèle, c'est notre locomotive. Mais il y a des moments où il faut savoir
passer le relais. Je ne suis pas son successeur, mais je suis celui qui peut le remplacer au moins jusqu'à la fin de la compétition dans ce rôle de titulaire. Mon transfert, ma fin de saison avec le Paris Saint-Germain, c'est fini sur des titres. Je viens d'être transféré au Milan AC. En ce moment, je traverse une super période. Je suis galvanisé et je suis prêt à rendre fier tout un pays. Youssef, est-ce que tu mettrais plutôt Gonzalo Ramos qui est avec nous titulaire ou Cristiano Ronaldo pour ce huitième de finale face à l'Espagne? Ouais, justement, pour l'Espagne, moi, je mettrais ma pièce sur Gonzalo Ramos. Ça va lui faire plaisir, ça va lui faire plaisir. Il est là un peu ça. Ouais. Je suis un fin suiveur aussi, t'inquiète pas. Mais ouais, pour cet aspect effort, parce que tu sais que tu vas pas avoir beaucoup de ballons contre le rouleau compresseur espagnol. Donc ouais, ne serait-ce qu'une heure de jeu, ensuite tu fais rentrer Cristiano s'il faut. Mais pour moi, ouais, ça partirait plus sur ça. Tout à l'heure, tu l'as dit aussi, Léo n'est pas très friand d'efforts défensifs. D'efforts défensifs. Il sera obligé. Et pour moi, là, à 11, tu te dois de défendre à 11 tout simplement contre une Espagne comme on la connaît. Marc, Gonzalo Ramos nous a quittés, maintenant c'est Marc qui est de retour. Il avait encore un mot à dire. Il avait encore un mot à dire, je t'en prie Gonzalo, tu peux revenir. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est qu'on m'a souvent collé cette étiquette de super sub. Bon, hier soir, évidemment, je l'ai prouvé encore. Mais je suis plus que ça, j'ai plus que ça dans les jambes, dans la tête. Je suis en pleine forme et je suis prêt à prouver à tout le Portugal, au monde entier, aux supporters italiens qui vont me voir à la reprise que je ne suis pas qu'un super sub, je suis aussi quelqu'un qui peut apporter dans la durée. Et contre l'Espagne, c'est le match charnière pour moi. Il y a Tetra Pak dans les commentaires qui nous dit il est mieux quand il sort du banc, Ramos. C'est un peu l'image qui lui colle à la peau. Avec le Paris Saint-Germain, il a souvent été décisif quand il était remplaçant. En même temps, il a été souvent remplaçant. En 2022, il avait pris la place de Cristiano Ronaldo au fur et à mesure de la compétition. Est-ce que ça peut être le cas? Marc, toi, qu'est-ce que tu en penses pour cette affiche face à l'Espagne? Pour moi, comme l'a dit Youssef, c'est sa capacité à produire des efforts sans ballon qui m'intéresse dans cette rencontre. Quand il s'agit de posséder le ballon, c'est pas un joueur qui a la capacité technique de haut but pour être un joueur de remise, pour être un joueur d'appui. Gonzalo Ramos, c'est un excellent finisseur. Il sait ce qu'il est et sincèrement hier, il y a eu un petit moment dans Espagne-Autriche qui m'a fait dire que Gonzalo Ramos pouvait faire mal. C'est quand Ralf Rangnick a fait rentrer Arnautovic et l'autre attaquant dont je mange le nom, mais qui ont apporté du poids. Et sur le premier centre de Sabitzer, ils sont venus mettre la tête et je me suis dit, tiens, en fait, s'il y avait un attaquant qui allait défier, qui allait imposer un défi physique, un défi technique, un défi avec du mouvement à cette charnière centrale espagnole, est-ce que la clé, elle n'est pas aussi là? Et Gonzalo Ramos, il peut, à mon sens, être celui qui impose ce défi, alors qu'un Cristiano Ronaldo, on l'a vu par séquence, il vient demander le ballon, il est plus en retrait et il n'est pas là où il peut mettre du poids sur la défense tout le temps. Ça sera un des vrais sujets de ce huitième de finale, on a hâte d'y être. Mais il y a autre chose qui nous donne très envie, c'est ce huitième de finale entre la France et le Paraguay. Du coup, c'est l'heure du rêve bleu. Dans un peu plus de 24 heures, on aura le droit à un nouveau match de l'équipe de France qui nous donne vraiment envie. Un huitième de finale face au Paraguay, comme en 1998. À l'époque, on le rappelle, c'était Laurent Blanc qui avait délivré l'équipe de France au bout de la prolongation avec un but en or. Cette fois, il n'y aura pas de but en or, mais pour autant, ça va être un match on est impatient d'être dans ce match. On a vu un Paraguay très accrocheur, très bagarreur, qui a été capable de sortir l'Espagne au bout de la séance de tir au but avec un jeu très, très sud-américain. On commence à y voir un petit peu plus clair dans la composition de l'équipe de France à 24 heures de cette affiche. Selon ce qui nous revient, ça devrait être la même composition de départ avec du coup cette charnière Upamecano, Saliba, Jules Koundé qui conserve sa place à droite, Lucas Digne qui reste devant Théo Hernandez, la paire Tchouaméni-Rabiot au milieu de terrain, devant le quatuor se dessine à nouveau, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et surtout Bradley Barcola. Pas de Désiré Doué, pas de Théo Hernandez. Marc, est-ce que cette compo, c'est celle qui va nous amener au bout de la Coupe du Monde? Est-ce que les choix sont figés dans l'esprit de Didier Deschamps, selon toi? Je pense que dans l'esprit de Didier Deschamps, il n'y a jamais rien qui est figé. Après, quand il y a quelque chose qui marche bien, il est toujours là pour reconduire. Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui cherche des équilibres en permanence. Là, il semble l'avoir trouvé. Je pense qu'il est aussi. Ils ont
il a des informations que nous, on n'a pas. On ne voit pas les entraînements, on n'a pas la data des entraînements. Moi, de ce qui m'était remonté, c'est que Théo Hernandez n'était pas dans sa meilleure forme physique. Et on l'a vu, en fait, depuis le début de la compétition. C'est plus le garçon qui fait des allers-retours et qui apporte offensivement, alors que Lucas Digne a, je trouve, cet équilibre, un équilibre plus intéressant sur la partie offensive. Et par exemple, je l'avais dit dans le match contre l'Irak, en première période, c'est le joueur qui fait le plus de centres. Donc il a cet apport offensif que n'a pas Lucas Hernandez. Et puis Bradley Barcola, je trouve qu'il ne touche pas spécialement beaucoup de ballons, mais à chaque fois qu'il le touche, il se passe quelque chose. Il y a un vrai contraste avec sa saison au Paris Saint-Germain. Youssef, Barcola, Digne, ils t'ont convaincu lors du dernier match face à la Suède. Est-ce qu'on faut les reconduire absolument au Paraguay? Pour moi, oui. Après, bon, on sait que le Paraguay va jouer encore plus défensif que nos amis suédois. Mais pour moi, Digne a gagné son poste, sa place de titulaire. Barcola, pareil. Moi, je trouve excellent en sélection, comme l'a dit Marc. Au PSG, c'était un peu plus compliqué cette saison. Mais je le trouve excellent. Tueur sur les 1 contre 1. Les 2 contre 1 aussi, pareil. Il a double crochet face à la Suède où il fait tomber les 2 défenseurs. Exceptionnel. C'est dommage qu'il n'a pas réussi à conclure. Mais après, l'autre option, ce serait Désiré Doué, qui pour moi, je le disais la semaine dernière, est décevant à mon goût. On en attend beaucoup plus de lui. Et puis bon, c'est pas du tout le même profil qu'un Barcola qui est très tueur. T'as un Michael Olise qui peut le lancer absolument où il veut, comme il veut. Donc après bon, le Paraguay, ça me fait un peu peur pour Olise, j'ai peur pour ses jambes. Donc à voir. Faut que nos amis paraguayens soient un peu plus cool avec lui, parce qu'on sait qu'ils sont très ronchons, très dur au mal. Hargneux. Ouais, très dur au mal, donc à voir. Ce quatuor offensif, tout le monde en parle depuis. Nous, on le connaissait déjà. Il a été plus que flamboyant face à la Suède. Beaucoup disent que c'est peut-être un des plus beaux qu'on ait jamais vu en équipe de France. Marc, toi, quels ont été là, on parle d'un quatuor, mais les trios offensifs, les secteurs offensifs qui t'ont marqué dans l'histoire du foot? Ouais, je trouve que 2006, quand même, c'était pas mal. Zidane, Ribéry, Malouda, Thierry Henry, c'était quand même un très haut niveau. Il y avait aussi beaucoup d'équilibre dans cette équipe, avec derrière ces 4-là un duo de milieu extraordinaire aussi, il ne faut pas l'oublier, Makelele, Vieira. Je retiendrai ce quatuor offensif de 2006. C'était une Coupe du Monde qui m'avait fait vibrer. Et ce qui était marrant, j'ai eu un de mes confrères qui est actuellement aux États-Unis hier, que je salue, il se reconnaîtra s'il nous regarde. Là-bas, ils n'ont pas du tout conscience de la Olise Mania qui est en train de en France, qui est en train de se produire, qui est en train de se créer en France. Oui, messieurs, outre-Atlantique, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, ce nom à la bouche, Olise, Michael Olise. Youssef, toi, quels ont été les grands secteurs offensifs qui t'ont marqué durant les Coupes du Monde ou autres d'ailleurs hein? Non, on va rester sur les Coupes du Monde. Tout à l'heure, on a parlé du Brésil, qui n'est pour moi plus le vrai Brésil. 2002, la triple R. R9, Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo. Ils ont été jusqu'au bout. 18 buts en 7 matchs. R9 qui marque 8 buts. Ouais, 8 buts. Trio magique, ça a fait rêver de nombreuses générations. Les 3 R tout simplement. Et puis moi, c'est le premier trio offensif qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Est-ce que ce quatuor offensif est plus complet peut-être que ce trio du Brésil fantastique ou que le quatuor des Bleus en 2006 selon toi, Youssef? Déjà, il y en a un de plus. Ouais. Il y en a un de plus. Mais non, je resterai sur la magie brésilienne pour ma part. Après, à voir sur cette Coupe du Monde et puis au prochain Euro ce qu'ils feront. Marc, toi, entre 2006 et 2026, il reste encore quelques matchs à 2026 pour surpasser 2006, mais est-ce qu'il y a peut-être pas c'est peut-être pas plus complet ce 2026? C'est différent. Il y avait un artiste, Michael Olise est un artiste, un génie, même l'a dit Bradley Barcola, mais il y avait un artiste légendaire en 2006, c'était Zidane, avec tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire qu'il avait pris sa retraite, il revient, l'équipe de France traverse une période morose, puis il revient en 2004-2005, j'ai plus la date exacte, 2005 je crois, un an avant la Coupe du Monde. Et puis il emmène l'équipe de France au sommet, un Thierry Henry qui lui aussi traverse une de ses meilleures périodes, même s'il vient de perdre la finale de la Ligue des Champions.
Malouda avec Abidal derrière lui, le côté gauche lyonnais extraordinaire. Et puis c'est la découverte de Franck Ribéry, du gamin, et avec sa spontanéité, qui sort d'une première saison à Marseille transcendante. Donc, et puis derrière, qui fait la carrière qu'il fait au Bayern Munich. Donc moi, j'attends de voir, parce qu'eux, ils ont écrit une histoire qui était extraordinaire, qui s'est malheureusement mal terminée. J'attends de voir jusqu'où leur histoire va se terminer, et s'ils vont aller chercher la troisième étoile. On a ARTS dans les commentaires qui nous dit France Euro 2000. C'est vrai que la France en Euro 2000, il y avait quand même Nicolas Anelka, Christophe Dugarry, Thierry Henry, David Trezeguet, Sylvain Wiltord, Zidane derrière, Pires. Mais on prenait pas un plaisir. Alors, Euro 2000, ça va, on a fait un beau plaisir. Oui, on avait pris. Mais moi, je prends. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Un plaisir offensif à les voir, et surtout, je veux pas réduire le quatuor à un duo, mais le duo Michael Olise Mbappé, j'ai l'impression de revoir Neymar et Mbappé au PSG. Florentino Pérez, ça va lui donner quelques idées pour cet été. Moi, j'y crois absolument pas, mais pourquoi pas, mais j'y crois absolument pas. Mais j'y crois pour peut-être dans 1 ou 2 ans. Là, je vois cet plus été, le truc comme bouclé. ça. Cet été, ça me semble compliqué. Malheureux. Mais je voulais revenir sur le parallèle Neymar Mbappé. Moi, quand je voyais les deux, il y a des moments, je me régalais, parce que c'était. Je ne sais pas si vous revoyez le but contre la Suède, la passe côté gauche dans la surface pour Mbappé. Pour ceux qui se souviennent, c'est la passe de Neymar pour Mbappé en quart de finale de la Ligue des Champions 2020 contre l'Atalanta Bergame, avant la petite passe pour Choupo-Moting, qui qualifie le Paris Saint-Germain en demi contre le RB Leipzig. Et moi, chaque fois que je revois ces échanges, je revois ce duo Neymar-Mbappé du Paris Saint-Germain. Ça nous donne hâte d'être samedi 23h. Restez éveillés, restez vraiment éveillés, parce que ça va être un match encore très, très intéressant. Avant de se projeter sur ce samedi 23h, on va revenir un petit peu dans le temps avec le Rétro Mondial. Et le Rétro Mondial, c'est Youssef. Qu'est-ce qui s'est passé, Youssef, un 3 juillet dans l'histoire de la Coupe du Monde? On va revenir sur ce 3 juillet 1990, une demi-finale Italie-Argentine. Et il faut déjà recontextualiser ce match. L'Italie, qui est à la maison, arrive en demi-finale sans avoir encaissé le moindre but. Donc ni l'Autriche, ni la République tchèque, ni les États-Unis, ni l'Uruguay ou ni l'Irlande n'ont réussi à faire craquer la squadra. Mais ce 3 juillet, c'est un match spécial contre un pays spécial, contre un numéro 10 très spécial, et dans un lieu qui l'est encore plus. L'Italie affronte l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona à Naples. Le roi de Naples, donc, sur ses terres, qui affronte son pays d'adoption. Champion du monde en titre, les Argentins vont emmener l'Italie au tir au but sur un match nul, 1 but partout, à 10 contre 11. Vous me direz, Naples était pour la nationale. Logique, ils sont à la maison. On verra ça. Avant le match, Maradona a tenté de s'attirer le soutien de ses supporters italiens avec cette déclaration: amis napolitains, pendant 364 jours par an, vous êtes considérés comme des étrangers dans votre propre pays. Aujourd'hui, vous devez faire ce qu'ils veulent que vous fassiez en supportant l'équipe d'Italie. A l'inverse, moi, je suis napolitain pendant 365 jours par an. Parce qu'on le sait, à l'époque, il y avait des différences entre les Italiens du Sud et du Nord. Pour contextualiser un peu, le Nord était vu comme, entre guillemets, riche, le Sud comme paysan. À l'entrée des sélections, pour la première fois depuis le Mondial en Italie, l'Argentine n'est pas sifflée, contrairement à la vidéo que l'on connaît tous de Maradona à Rome en finale, au tour suivant, qui insulte les supporters lorsque ces derniers sifflent l'hymne. Le San Paolo donc va accueillir Maradona avec une banderole: Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre pays. Direction donc les tirs au but, à 3 partout. Alpibe de Oro se présente donc pour mettre l'Argentine devant. Applaudissements? Non. Sifflet pour la première fois chez lui, mais ça ne va pas le déranger pour autant. Le génie va marquer. Derrière, Serena rate face à Sergio Goycochea et il envoie l'Argentine du coup en finale de la Coupe du Monde 1990. Naples a donc préféré son Italie à son fameux numéro 10, tout en respectant pour autant l'Argentine. Mais quelques jours plus tard, l'Argentine ne fera pas le back-to-back, l'Allemagne remportera le mondial. Et puis ouais, c'est un événement qui a été marquant quand même. Marc, sacré événement, Maradona de retour sur ces terres napolitaines pour une demi-finale de Coupe du Monde à San Paolo. C'est des grands moments de la Coupe du Monde. Ouais, ça. alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir ce que c'est Maradona à Naples. Est-ce que c'est toujours j'ai pas la chance d'avoir connu cette époque, malgré ma barbe grise, mais
j'ai ma belle-mère qui a vécu à Naples pendant 3 ans et qui m'avait raconté, et à pile poil à l'époque de Maradona, Maradona à Naples, c'est une religion. Il faut savoir que il y a des mélanges du Christ et de Maradona, que dans la ville on allume des cierges, on priait devant Maradona, on allait au stade, tout le monde criait son nom. C'était vraiment, il y avait le matin à Naples quand il était là, il y avait le matin à la messe et puis l'après-midi Maradona. 15h, voilà, c'était Maradona. Donc oui, c'est un épisode marquant parce qu'il y a ce contexte et ce fanatisme autour de Diego Maradona à Naples qui rendait la rencontre pimentée. Est-ce que c'est le dernier à avoir déclenché un tel fanatisme quasiment religieux dans un club de foot? Ça s'est calmé, enfin, non pas que ça s'est calmé maintenant, mais un fanatisme tel qui perdure des années après, c'est assez dingue. Tu te balades dans les rues de Naples, il n'y a que Maradona qui existe. Ouais, il n'y a que Maradona, pour moi c'est le dernier. Bon, on peut faire le petit parallèle avec son successeur en Argentine aussi, l'autre numéro 10, Messi. Mais ouais, à ce point-là, pour moi, ouais, Maradona, ça n'a pas d'égal. Après, faut situer aussi la mentalité des Napolitains. C'est un... Je ne sais pas si certains d'entre vous, de ceux qui nous regardent, ont déjà vécu un match à Naples, mais quand il y a des matchs, moi j'ai vécu un Turin-Naples il y a quelques années, donc c'est quand même le match de la saison pour eux. Les gens sont dans la rue, enfin, c'est ce qu'on vit à la Coupe du Monde, mais eux c'est tous les week-ends. Les gens sont dans la rue, il y en a qui veulent circuler en scooter, en voiture, ils ne peuvent pas passer. Les rues, il n'y a pas... Enfin oui, tout le monde est dans les bars, sur les trottoirs, ça hurle, ça crie. C'est vraiment quelque chose de très spécial, Naples. Ok, magnifique. On a un beau moment de Coupe du Monde, et on va pouvoir enchaîner maintenant avec la petite phrase du jour, le petit qui a dit. Est-ce que vous avez eu le temps, messieurs, de réfléchir au qui a dit pendant cette émission? C'est un Français. Il nous a manqué un joueur comme Gerd Müller. Marc, ça n'était pas un Français. Non. Est-ce que tu veux un petit indice ou pas pour il faut remonter dans les années 70. Dans les années 70, quelqu'un qui a dit cette phrase, il nous a manqué un Gerd Müller. C'est un Anglais. C'est toujours pas un Anglais, Yous? Non, j'ai pas dit. Pas français, pas anglais, espagnol? Non, c'était un Hollandais. Ah, je sais alors. C'était qui, Hollandais? Je peux le faire sur un plateau. Oui, Johan Cruyff. Johan Cruyff, exactement, qui avait dit, après la finale de la Coupe du Monde 1974, perdue sur le score de 2-1, c'était la première fois que nous jouions contre une équipe qui avait mis au point un système très rigoureux et qui a su l'appliquer à la lettre. De notre côté, il nous a manqué un joueur comme Gerd Müller. Pour rappel, les Pays-Bas avaient ouvert le score très rapidement dans cette rencontre. Finalement, la RFA s'était imposée sur le score de 2-1. Gerd Müller, sacré attaquant surnommé Der Bomber, auteur de 4 buts dans cette compétition, dont l'un en finale, l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. C'est une des légendes de l'équipe d'Allemagne qui, attention, compte énormément de très très grands attaquants, mais c'est certainement un des top 3 attaquants de l'équipe. Youssef, est-ce qu'il manque un Gerd Müller à cette équipe de France en 2026? Non. Je pensais que tu allais me parler de l'Allemagne, mais non. Non, en France, non, ça va. Je pense qu'on est bien fourni à tous les postes. Peut-être, au milieu, si on pouvait rajouter, je sais pas, un Zizou en plus, on ne dirait pas non. Mais non, franchement, défensivement, offensivement, c'est du solide. Par contre, l'Allemagne aurait peut-être manqué d'un Gerd Müller pour sortir le Paraguay cette semaine. Oui, c'est vrai. Il leur manquait ça, mais je pense pas que. Je pense qu'il leur manque des joueurs de rupture, des joueurs qui sont capables d'aller dans le duel. Et c'est d'ailleurs qui sont d'ailleurs capables d'aller plus dans le duel. Ils en ont certains, mais je suis pas sûr que Florian Wirtz ait la capacité de débordement de Bradley Barcola. Et c'est peut-être ça, moi, qui me rassure pour le match de samedi, c'est qu'on a ces joueurs de 1 contre 1. En attendant, on a hâte d'être samedi. On va bientôt rendre l'antenne. La quotidienne, comme d'habitude, vous la retrouvez tous les jours, tous les matins, à 8h du matin, avec Flo, avec Adlan, avec toutes les équipes habituelles. Comme d'habitude aussi, vous savez, on a le Mac de la Coupe du Monde pour retrouver tout ce que vous devez savoir, le guide exceptionnel de cette Coupe du Monde avec toutes les informations. Voilà, il y a des équipes qu'on découvre encore, qu'on apprend à découvrir. Ce soir, il y a l'Argentine Cap Vert, pardon. Donc, si vous voulez tout savoir sur le Cap Vert, n'hésitez pas à aller l'acheter en kiosque. On va avoir des beaux matchs. On a trop hâte de poursuivre cette aventure. Merci encore Marc, merci Youssef, merci Simon à la prod pour cette émission. Et on se retrouve demain matin à 8h pour une nouvelle quotidienne. Salut.